Bonjour à vous tous et bienvenue à Sens Politique. Comme je vous le dis à chaque fois, on va donner un sens, ou du moins on va essayer de donner un sens au milieu politique. Et aujourd'hui, pour ce faire, j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir avec moi Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est. Oui. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue à cette émission. C'est ta première. Oui, mais ton baptême. Avec toi, oui, exactement. Donc, je pense qu'on va avoir du plaisir. Et puis, tu disais politique, on pourrait presque dire poétique. Donc, on pourra travailler le tout. On va peut-être amener un sens poétique au niveau de la politique. Qui sait? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, Pierre, d'une part, je veux te remercier parce que c'est pas facile de vous avoir à notre bar de sens politique parce que vous êtes des gens occupés, mais très occupés, qui n'est pas souvent en Abitibi-Témiscamingue. Faut le dire. Particulièrement quand on siège au Parlement, donc période hivernale, période d'automne. Donc, c'est sûr et certain que ces périodes-là sont très achalandées au niveau de nos déplacements à Québec. Puis, on en parlait tantôt avant de rentrer en ondes. Le député, là, une fois qu'il est élu, oui, il représente ses citoyens, mais de l'autre côté, il y a la notion et la tâche d'être au Parlement lorsque le Parlement siège pour, justement, les projets de loi, pour faire son rôle de législateur. Donc, c'est sûr et certain que pour les gens, souvent, on aimerait peut-être que le député soit davantage dans son bureau dans ces périodes-là, mais c'est notre rôle aussi d'être à Québec. Et puis, si on ne se présenterait pas, bien, automatiquement, c'est l'Assemblée nationale qui nous revendiquerait des présences sur place. Donc, pour le commun des mortels, c'est peut-être pas si simple, mais oui, on doit être à Québec souvent, bien, les mardis, mercredis et jeudis, qui sont les 3 journées où on siège, et potentiellement aussi les vendredis matins. Donc, c'est vraiment les journées pour lesquelles on doit être à Québec. Merci de l'éclairer, parce que c'est pas tout le monde qui le savent. On pense que le politicien, le député dans sa région, était élu pour sa région, puis de travailler avec les citoyens et citoyennes. Oui, d'une part, oui. Mais il y a une autre partie où vous avez une certaine responsabilité auprès de Québec, là, dans ton cas à toi, auprès de ton gouvernement. Tout à fait. Aujourd'hui, on va y aller dans 3 volets. J'aime bien travailler la structure d'un 3 volets où on va parler de différents points dans des priorités. Et la première priorité, où je pense que tout le monde l'a sur les lèvres, la nomination du ministre Boutet, donc Jean Boulet, pardon, qui est ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, le nouveau, hein? Oui. Parce qu'il y en avait un autre avant, mais qui n'était pas de la région encore. Là, le gouvernement du Québec, la CAQ, a décidé d'en mettre un nouveau, mais qui n'est pas encore de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Comment tu vois ça, toi? Bien, première chose, ce qui est important, dans l'arrivée de Jean Boulet au poste de ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, il faut que les gens comprennent bien que pour avoir le titre de ministre responsable de région, tu dois être attaché à un ministère. Donc, tu dois avoir le rôle, que ce soit le ministre de la Famille, le ministre du Travail, le ministre des Ressources naturelles. Il faut que tu aies une notion déjà inclue dans ton titre, ou en fin de compte, dans ton travail, pour ensuite que le premier ministre aussi t'octroie une responsabilité additionnelle qui est ministre responsable d'une région donnée. Donc, si tu n'es pas attaché à un quelconque ministère qui supporte justement ton rôle de ministre de région par ce ministère-là, bien, automatiquement, c'est impossible d'être un ministre régional juste en étant comme un député sans avoir de titre de ministre additionnel à ça. Je pense que ça, c'est une chose qui est importante. Donc, le dernier remaniement qui a été fait, c'est moi ce que j'appelle le remaniement de tâches. Donc, les tâches de Mathieu Lacombe ont été transférées à M. Boulet, mais il n'y a pas eu de changement ou il n'y a pas eu de remaniement ministériel au niveau des tâches des ministères. Donc, c'était impossible de redonner un quelconque mandat, soit un député de la région, parce que c'est pas tel quel ce qu'on pourrait appeler un remaniement ministériel en bonne et due forme. Où là, tu as peut-être un changement de ministère ou des choses comme ça. Donc, il n'y a rien qui s'est fait de ce côté-là. De l'autre côté, puis je l'avais dit en octobre 2022, moi, j'associe ça beaucoup à une équipe de hockey pour avoir été longtemps dans le domaine du sport.
L'entraîneur-chef, c'est lui qui met en place l'équipe qu'il veut au niveau du celui qui va être qui va jouer sur l'attaque à 5, qui va jouer en désavantage numérique. C'est la même chose pour un conseil des ministres. Le premier ministre, il regarde un peu l'ensemble des joueurs qu'il a dans les mains. Dans ce cas-ci, on était à ce moment-là 90. Et il essaie de voir quelles tâches qu'il veut donner à tel type de personnes versus peut-être des fois les notions. Ça peut être les notions professionnelles, ça peut être ses notions de territoire, ça peut être ses notions au niveau de les enjeux que le premier ministre veut atteindre avec un député en question, qui va nommer à un poste de ministre. Donc, ça fait en sorte que il faut quand même respecter ça. Puis comme je disais, dans le domaine du hockey, c'est la même chose. Je pense que tous les parents auraient voulu que leur garçon ou leur fille soit sur l'attaque à 5 pour marquer des points. Mais des fois, l'entraîneur dit non, toi, tu vas davantage te concentrer sur ton rôle défensif. Et là, ça fait toujours un petit peu des situations qui ne sont peut-être pas toujours celles qu'on envisage. Effectivement. Puis je pense que c'est important d'éclairer cette situation-là. Parce qu'en tant que citoyen et citoyenne de l'Abitibi-Témiscamingue, on ne comprend pas trop tout ce qui se passe, toutes les décisions qui ont été prises et pourquoi que quelqu'un de l'extérieur de l'Abitibi devient le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est important qu'on éclaire la situation. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ici, que toi, Madame Blais ou Monsieur Bernard, vous n'avez pas les compétences ou les notions pour devenir ministre? C'est quoi qui fait que... C'est pas une question de compétences. Comme je le mentionnais, je pense que c'est davantage dans l'orientation du bureau du conseil du ministre, du premier ministre, de regarder quelle équipe qu'il veut mettre en place pour atteindre certains éléments. Donc, peut-être que dans une première ébauche, ce n'est pas les types de personnes qu'il veut avoir à ce moment-là, c'est peut-être pas les connaissances qu'on peut amener, mais de l'autre côté, ça ne dit pas que d'ici sur un mandat de 4 ans, qu'il ne pourrait pas y avoir une réaffectation de tâches ou des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut quand même respecter aussi celui qui est notre premier ministre, qui prend les décisions finales automatiquement. Parce que, nous, on peut voir la réalité sur le terrain. C'est vous qui l'avez ici. C'est vous qui êtes député de votre circonscription en Abitibi-Témiscamingue. Donc, vous connaissez la réalité. Maintenant, comment ça va se passer? Toi, tu es adjoint gouvernemental. Oui. Peux-tu m'expliquer un peu ton rôle en tant qu'adjoint gouvernemental avant qu'on s'en aille plus vers l'autre côté? Bien, l'adjoint gouvernemental, mais au même principe que Mme Blais ou M. Bernard, c'est le rôle d'être les yeux et les oreilles, en fin de compte, du ministre responsable de la région. Donc, c'est sûr et certain que, exemple, avec Jean Boulet, quand il a été nommé, il m'a appelé, on a regardé ensemble, bon, c'est quoi les grands enjeux. C'est sûr que lui aussi, il entend parler des enjeux qu'on entend régulièrement, mais au-delà de ces enjeux-là, qu'est-ce qu'il y en est? Cette semaine, quand il est venu lundi, bien, tu fais un peu du coaching avec lui. Tu dis, regarde, tu vas rencontrer tel intervenant, les prises de position sont enlignées vers ça. Elle va pas seulement peut-être te parler de tel enjeu. La personne va peut-être vouloir t'amener sur telle facette. Donc, tu essaies un peu d'éclairer le terrain pour le ministre responsable, puis de jouer bon joueur, en fin de compte, avec lui pour bien l'orienter automatiquement sur les enjeux. Parce que à la base, ce qui est important de comprendre, c'est que d'avoir le titre de ministre, d'être un ministre, c'est un privilège que le bureau du PM ou le PM en soi te donne. Donc, à la base, tu as été élu comme député pour représenter tes citoyens. C'est ça qui est ton premier mandat. Ouais. Donc, l'objectif, une fois que tu vois que tu n'es peut-être pas ministre, c'est de concentrer tes efforts à ce que les dossiers sur ton terrain avancent. Que ce soit par le biais d'un ministre responsable, que ce soit toi-même par rapport au contact que tu as avec d'autres ministres dans l'appareil, bien, tu fais un peu le rôle d'un lobby. Tu as la chance d'être au pouvoir et tu as la chance d'être en lien direct avec l'ensemble de ces personnes-là qui sont décisionnelles dans leurs différents ministères. Donc, ça te permet de faire des approches directes au lieu que d'être dans un parti d'opposition puis d'attendre peut-être d'avoir une rencontre. Moi, je le vois avec les autres députés de l'opposition qui, des fois, à la période de questions, on a toujours un petit 5 minutes avant que ça débute. Là, ils se dépêchent, ils viennent voir un ministre, j'aimerais ça, tel dossier, puis tout ça. Mais
c'est le 5 minutes si l'autre a le temps de te le donner. Oui. Alors que nous, en étant directement avec ces gens-là, puis j'ai occupé le poste de ministre, donc tu essaies de répondre positivement à tes confrères qui sont immédiatement avec toi pour essayer de désengorger les problèmes qu'ils ont dans les différentes facettes dans lesquelles ils peuvent t'interpeller. Mmh. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de la vision partagée entre, les députés. On s'entend que vous êtes 3 en Abitibi avec la CAQ. C'est quoi la vision partagée avec ce nouveau ministre responsable de la région? Bien, c'est que chacun va y arriver avec ses problématiques ou les enjeux de son territoire. Tu sais, on le sait, exemple, pour mon territoire chez nous, ben moi, je vais y parler de situations, on a entendu parler d'itinérance, par exemple. On va parler d'enjeux de deuxième transformation minière. Comment qu'on fait pour être capable de se servir de Jean Boulet pour trouver le moyen d'améliorer ces situations-là. On le sait que du côté de Rouyn-Noranda, l'enjeu de la fonderie, c'est un enjeu que Daniel a déjà discuté avec Jean. Comment ça s'en va? Puis c'est qu'est-ce qui est fait présentement? Suzanne va parler des enjeux, exemple, agricoles, ou encore là, suite au feu de forêt. Elle va parler de l'enjeu de l'hôpital au niveau du bloc opératoire, que c'est important que ce dossier-là puisse aboutir. Mais à travers tout ça, comme je dis, c'est qu'on va essayer d'amener Jean à être un interlocuteur pour nous auprès du Conseil des ministres pour être capable d'avoir une voix sur les enjeux de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un rôle pour lui qui n'est pas si facile que ça, parce qu'il n'y a pas juste la responsabilité de l'Abitibi-Témiscamingue, lui-là. Bien, il y a d'autres rôles aussi. Un peu comme j'avais à l'époque, j'avais le rôle de ministre de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Et quand il y avait des situations au nord du Québec, ben on les défend. On est au même principe que si je serais résident de ce territoire-là. Puis, tu essaies de voir avec les enjeux des mairies, de tous des acteurs politiques de ces territoires-là, comment je peux trouver le moyen de les aider, puis orienter, puis naturellement que le député de la place, si en plus il est dans ton parti, bien lui aussi, il a un rôle d'appoint. Moi, je me souviens que je travaillais à des dossiers avec Denis Lamotte sur les enjeux, exemple, de Chibougamau ou du nord du Québec. Puis l'objectif, c'était de faciliter justement à ce que les projets puissent atterrir au niveau du nord du Québec. Et ce qu'on essaie de faire, c'est que si, exemple, il y a des annonces, tu essaies de laisser les députés en place, d'avoir de la visibilité pour démontrer le travail de coordination qu'ils ont fait dans un quelconque projet. Dernière question dans ce volet-ci. M. Lacombe, est-ce qu'il faisait un travail au-delà des attentes, justement, de l'Abitibi? Est-ce que c'est pour ça qu'il n'est plus? Mais M. Lacombe avait plusieurs tâches à différents niveaux. Donc, écoute, moi, je pense que c'est lui qui pourrait vous répondre à cette question-là. Moi, je ne suis pas là pour juger de M. Lacombe. Il avait différentes facettes à s'occuper. Puis, comme adjoint, moi, j'étais là pour l'orienter aussi sur certains enjeux. Donc, c'est un peu... c'est lui qui pourrait vous répondre à cette question-là. On va faire une pause. Oui. Prendre une petite gorgée d'eau, puis on vous revient tout de suite après. Merci. De retour en studio, toujours avec Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint gouvernemental. Et là, Pierre, on va aller à la deuxième partie où on va parler de l'actualité politique au Québec, mais ciblée en région de l'Abitibi-Témiscamingue, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, ce qui se passe en Abitibi-Témiscamingue. Là, j'aimerais t'amener sur la réforme du projet de loi 15, donc qui est Santé Québec. Il y a des transformations. En fait, le projet de loi démontre certaines transformations où le CIS et le CIUS vont perdre certaines responsabilités, où il va y avoir plus un nouveau conseil d'établissement qui va représenter le régional, en fait. Est-ce que, en fait,
c'est supposé de rendre le système plus efficace. Peux-tu nous parler de ce projet de loi-là pour que les gens comprennent c'est quoi au juste et qu'on puisse en discuter davantage? Je pense que le premier point qui est important, quelconque député n'est pas connaisseur dans l'ensemble de tous ces dossiers-là. Tu as bien beau, à un moment donné, lire certains dossiers, tu essaies de prendre une tête générale de tout ça. L'organisme le plus important dans un dossier comme celui-là, c'est ton CISAT, ce qu'on appelle ici le CISAT, là, au niveau de la santé, ce qu'on appelle les CIS, mais de notre côté, le AT pour Abitibi-Témiscamingue. Ouais. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on a nos rencontres régulières avec la direction du CISAT, donc Mme Caroline Roy, par exemple, on lui demande, est-ce qu'au niveau du projet de loi, y a-t-il des éléments, parce qu'eux aussi ont été consultés. C'est pas quelque chose qui est sorti d'une boîte de Cracker Jack, puis on dépose un projet de loi. Il y a, premièrement, des rapports qui ont été faits dans le passé, qui ont donné des orientations. Il y a les gens en place présentement qui donnent aussi leur vision des choses, comment devraient fonctionner les choses. Et là, tu demandes à Mme Roy, y a-t-il des éléments dans le projet de loi que tu aimerais qu'on discute davantage, politiquement parlant, avec le ministre ou avec le cabinet du ministre, des choses comme ça. Puis s'il y a des éléments qu'il faut amener, puis dire, là, il ne faut pas que ça bouge de ce côté-là, il faut que ça bouge là, etc. Prenons le cas des fondations, des fondations, les fameuses fondations des centres hospitaliers, par exemple. Il y avait une crainte dans le projet de loi, spécifiquement par rapport à ça. Puis, on a fait des interventions. Puis souvent, il faut faire la part des choses. Là, vous allez avoir, exemple, que ce soit des associations, des syndicats, etc., qui vont dire c'est nous qui est allé au front. Mais les députés aussi vont au front dans les différents caucus qu'on a, où on va, exemple, que ce soit Suzanne ou que ce soit quelqu'un d'autre qui va se lever puis il va dire là, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Dubé, il ne faut pas toucher aux fondations, puis etc. Et à un moment donné, bien, à force de discuter, de regarder les différentes associations aussi qui se posent ensuite sur ces enjeux-là, bien, ça fait en sorte que, si on le voit dans le projet de loi 15, M. Dubé est arrivé avec des amendements qui font en sorte que les fondations ne seront pas touchées. Donc, ils vont maintenir la même façon de faire, ce qui veut dire les gens qui vont contribuer à des fondations locales, bien, l'argent va servir à maximiser des infrastructures locales. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a tout un travail qui se fait en amont, puis que même en cours du projet de loi, qu'il peut y arriver des amendements qui vont peut-être orienter les choses. Donc, je pense que c'est important de montrer, première étape, que les gens du CISAT, eux, on les a contactés pour voir un peu avec eux, ou eux autres, dans nos rencontres qu'on a à tous les mois, mensuelles ou par 2 fois, peut-être aux 2 mois. Lorsqu'on discute avec eux, est-ce qu'il y a des éléments là-dedans qui vous interpellent, que vous aimeriez qu'on pousse politiquement? Des fois, ils vont dire non, c'est beau, on est capable de faire nos advances, puis on est capable de faire nos réquisitions au niveau du ministère, quand on parle avec les gens du ministère. Donc là, dans ce temps-là, politiquement, tu n'y vas pas. Tu laisses cours à ce que les choses fonctionnent. Si, en plus, les gens de la place ici te disent que ce qu'ils veulent mettre en place, ils sont à l'aise avec ça, ben, pourquoi pas? Donc, c'est un peu toute la dynamique, comment fonctionne un peu le travail d'un député, puis comment on travaille un projet de loi qui est quand même un projet de loi majeur de ce côté-là. Là. Parce que l'opposition démontrait pour lui que c'était centralisateur comme projet de loi. Et Mme Blais s'est levée par rapport à ça aussi pour démontrer son désaccord. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu es en accord avec ça? Il faut faire attention au désaccord. Je pense que Mme Blais a pris une position. Puis comme on dit, un député peut prendre position. Bien, j'espère. Et ce qui est toujours triste un peu, c'est que lorsqu'un député prend une position comme ça, c'est que tout de suite, l'opposition s'en accapare pour essayer de démontrer une crise à l'interne, alors que ce n'est pas automatiquement le cas. Des fois, il y a peut-être un élément qui fait en sorte que tu te dis, je suis mal à l'aise de prendre position maintenant. Oui. Mais peut-être que si on le discute encore un peu, je serai en mesure de... Donc,
il faut juste faire attention. Et naturellement, les médias, je pense aussi, cherchent souvent... Attention, tu parles à moi, là. Ben oui, mais ils cherchent souvent cet élément-là de discordance qui pourrait faire en sorte que, regarde, ça démontre que la personne n'est pas en lien avec. Mais moi... excuse-moi de t'arrêter. Moi, je pense que ça a son sens qu'un député puisse débattre d'un projet de loi et d'être en accord ou pas avec son parti. Un élément, c'est important, ça, parce que vous représentez le citoyen qui est ici en Abitibi. Puis si le citoyen, lui, démontre que, wow, il manque peut-être des éléments, mais en même temps, ça fait du sens que il n'y ait pas que le député ait défendu le point aussi de sa région par rapport à la situation. C'est important que ça se passe, ça. Mais c'est important de comprendre qu'il y a des discussions, comme je l'ai mentionné, qui se font en amont aussi, dans des caucus de députés, dans des présentations de projets de loi. Et tu peux interpeller le ministre qui dépose le projet de loi puis dire, regarde, sur tel lien, on n'est pas d'accord ou des choses comme ça. Ce qui fait en sorte que tu as des orientations qui sont prises, puis là, tu essaies justement, le ministre va essayer justement d'arriver, avant d'arriver à déposer son projet de loi, il va essayer d'aller chercher le pourcentage de gens autour du parti qui vont tous être dans la même lignée. Donc, quand il dépose, en principe, il est à l'aise avec la dynamique du parti qui est là. Il faut quand même bien comprendre ces choses-là. Ça prend combien de pourcentage pour dire on dépose? C'est que l'ensemble dit... C'est pas un lien de pourcentage. Non? Il n'y a pas de lien de pourcentage. Je pense que chaque ministre a dans sa boîte. Moi, je vais donner l'exemple. J'ai déposé un projet de loi à l'époque, qui a été le projet de loi 88 sur la loi et la mise en valeur de la conservation de la faune, c'était quelque chose qui n'avait pas été réformé depuis une vingtaine d'années. Donc, ça a permis de mettre à niveau des situations. Ça, c'était le type de projet de loi que tu dis à un moment donné, c'est le temps qu'on passe à une autre étape puis qu'on modernise ce projet de loi-là, en fin de compte, cette loi-là. De l'autre côté, tu n'as pas eu un pourcentage de gens là, qui ont été interpellés à dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on y va pas. C'est qu'on l'a travaillé. Après ça, on a fait une présentation aux députés. Puis, par la suite, le projet de loi se déroule, puis on fait des consultations publiques avec les différentes associations ou organismes qui viennent dire qu'ils sont d'accord ou pas d'accord. Puis, par la suite, tu fais article par article, puis l'opposition peut challenger ton projet de loi sur certains éléments. Puis, c'est là que l'opposition essaie justement de faire des gains, de dire telle place, j'ai fait changer le projet de loi pour telle raison, puis ça a été bonifié pour le peuple québécois, par exemple. Donc, c'est là qu'il y a un jeu de balance of power, en fin de compte, qu'on pourrait dire en anglais. Mais c'est un jeu de discussion aussi. Une discussion, d'ouvrir la discussion puis de faire en sorte qu'il n'y ait pas une ligne directrice, puis c'est my way or the highway, comme on dit en anglais. C'est pour ça que je vous parlais des fondations. M. Dubé, par rapport à ce qui s'est discuté, puis autant au niveau des caucus, autant au niveau des associations qui ont revendiqué, a décidé de faire des amendements parce qu'il jugeait que ça valait la peine de modifier ce qui était inscrit dans le projet de loi. Donc, ça démontre justement qu'il y a du mouvement qui peut se faire sur un projet de loi. Et aussi, ce qui est important, c'est que le ministre ou le premier ministre doit avoir une certaine ouverture à recevoir les challenges, les critiques, les ajouts, les fonds de pensée de chacun de ses députés ou ministres aussi. C'est qu'un projet de loi est travaillé à l'interne dans le ministère. Par la suite, ça en va ce qu'on appelle en termes, quand on est dans le milieu, au DOSDEC. Et le projet de loi, jusqu'à temps que... on veut l'appeler, jusqu'à temps qu'il soit appelé, il reste au DOSDEC, en fin de compte. Puis au DOSDEC, il y a des comités. Normalement, il y a le comité économique et il y a le comité social qui vont déjà avoir pris, à un moment donné, prendre position à savoir, voici, le ministre dit, je vais déposer tel type de projet de loi. Donc ça, c'est une autre étape, autre que les députés. C'est certains ministres qui sont sur ces tables-là, qui prennent conscience de c'est quoi que va être le projet de loi aussi. Donc, il y a quand même plusieurs étapes. C'est pas... Le projet de loi, il sort pas... Ça prend plusieurs
quoi, mois, années? Un projet de loi peut prendre, ça peut être très rapide. On a déjà vu des projets de loi sur des situations rapides qu'il faut intervenir, puis tout ça. Alors que des fois, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, puis il y a des projets de loi qui meurent au feuilleton parce que tu retournes en élection, puis le projet de loi qui était mis là, meurt au feuilleton, puis il doit être redéposé. Exemple, sur la loi sur la mise en valeur et la conservation de la faune, mon prédécesseur avait déposé le projet de loi. La personne a été malade, donc le projet de loi n'a pas été appelé. Okay. Puis moi, quand je suis arrivé en place, première chose qu'on me disait, Pierre, il faut que tu passes ton projet. Il faut passer le projet de loi 80. Il n'y avait pas le numéro à ce moment-là. Il faut passer ce projet de loi-là. Il faut réformer ce projet de loi-là. Moi, j'ai pris le temps de le regarder. Il n'y avait pas, exemple, la situation des chiens de sang. Il manquait certains autres éléments dans ce projet de loi-là, ce qui fait en sorte qu'au lieu d'arriver dans la première année et d'être fier de dire « Ah, j'ai passé un projet de loi bien, ce que ça a fait, c'est que j'ai pris 2 ans avant d'arriver, 2 ans et demi, avant d'arriver à déposer mon projet de loi et de le faire accepter dans un temps quand même très respectable. Donc, c'est quelque chose que j'aurais pu travailler différemment, mais moi, j'ai voulu vraiment le teinter, le bonifier, puis le projet de loi que le prédécesseur avait mis en place, c'était surtout un projet de loi où on bonifiait les amendes sur des conséquences négatives envers la faune. On l'a gardé, cet élément-là, mais on a bonifié sur d'autres éléments. Puis, ça a fait en sorte qu'on était très fiers du projet de loi qu'on a passé. Fait que ce projet de loi-là, en ce moment, on en est rendu où, lui, avec le projet de loi 15? Bien, il est dans les articles, non? On s'en souvient. C'est un projet de loi qui est assez majeur au niveau du nombre d'articles. Ouais. Donc, ça se poursuit encore cette semaine. La semaine prochaine, quand on va retourner au Parlement, il est encore inscrit dans les facettes d'études article par article. Et là, c'est M. Dubé qui continue à être sollicité, à être présent à toutes ces séances-là pour essayer de poursuivre le cheminement de ce projet de loi-là. Mais pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, un projet de loi comme celui-ci, oui. Pour toi, est-ce que ça a du bon? Ça va-tu améliorer le système ici? Est-ce que ça va aller plus vite? Est-ce qu'on va avoir plus de médecins? Est-ce que, ça va faire quoi pour nous ici, là? Bien, c'est souvent, ça va être la mise en place, c'est avec la mise en place du projet de loi qu'on voit. Moi, je dis toujours, des fois, il y a des éléments sur papier que tu ne peux juste pas être contre. Des fois, dans l'application, c'est plus compliqué, c'est plus difficile. Mais souvent, tu vas le voir une fois que tu vas l'exercer. Et là, tu peux quand même remoduler par projet de loi, certaines lois, des choses comme ça. Même aujourd'hui, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a des lois qu'on a passées, mettons, des années 70, 80, que tu vas revenir défaire ou changer parce que la société évolue. Oui. Si on se souvient, moi, je regarde quand on est rentré, on était la fin des baby boomers, quand on essayait de rentrer sur le marché du travail, on prenait l'emploi qui existait où ce qu'elle était. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas cette même situation-là. Ils choisissent où ce qu'ils veulent aller. Ils ont tellement de possibilités. Donc, ça fait en sorte des fois que tu es obligé de refaire des lois pour être capable de moduler en fonction de ce qui est ta société d'aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que c'est évolutif aussi, une loi. Et puis, mais avant de dire que la loi aura des répercussions, normalement, quand tu l'as fait, tu veux que ce soit positif pour l'ensemble des milieux. Et j'ose espérer que cette loi-là sera comme d'autres, qui aura une saveur intéressante pour les régions. Puis, en tout cas, jusqu'à présent, ce que M. Dubé nous a présenté, ça semblait avoir sa raison d'être. OK. Un potentiel pour améliorer le système en Abitibi. Pour améliorer les systèmes de la santé, parce qu'on le sait, les systèmes de la santé, c'est le secteur où les dépenses gouvernementales sont les plus élevées. Le projet de loi 31. Pourrais-tu juste me redire un peu? Oui, celui-ci, il est tout côté, mais avec les informations que je suis allée chercher, c'est des mesures pour contrer les impacts de la crise du logement. Est-ce que c'est le projet de loi de Francilène Duranceau? Oui, effectivement. Un petit peu. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Bien, le projet de loi... Parce qu'il avait été arrêté à un moment donné.
Bien, encore là, Mme Duranceau a mis des éléments. Elle a revu certains éléments suite à différentes discussions qu'elle a avec différents organismes. Et ça fait en sorte qu'automatiquement, elle essaie de bonifier son projet de loi qu'elle veut faire atterrir puis faire accepter. Donc, c'est ça. On est à la table de dessin encore, là. Bien, pas automatiquement. Ça ne veut pas dire qu'elle est à la table de dessin. Moi, je pense que son projet de loi avance quand même. Puis, souvent, ce qui va rester à un moment donné dans la perception, c'est que les oppositions vont s'accrocher à un élément d'un projet de loi, puis qu'ils veulent essayer de ne pas le faire passer pour telle raison. Ils ont leurs propres raisons, eux aussi. Mais si toi, comme ministre, tu es convaincu du bon escient du projet de loi que tu déposes, bien, tu vas travailler en conséquence. Tu vas peut-être des fois être prête à accepter des modifications sur certains éléments, mais il y en a d'autres que tu vas dire non, non, ça, on veut le réaliser puis on veut l'atteindre pour telle raison, parce que c'est quelque chose que d'autres gouvernements ne se sont jamais appliqués à vouloir changer pour différentes raisons. Mais comme je dis, je ne suis pas assez au fait de l'ensemble de ce projet de loi-là, là, mais sûr et certain que ce qu'on veut, nous, en région, nonobstant le projet de loi qu'on veut, c'est qu'on puisse avoir accès à des ressources financières pour bâtir plus de logements abordables. On le sait, les taux d'occupation en Abitibi ont commencé à être problématiques bien avant Montréal et Québec, par exemple. Aujourd'hui, c'est pas mal une problématique généralisée. Mais quand on regarde tout ça, là, il vient d'y avoir quand même de très belles annonces. 1,8 milliard en disponibilité monétaire. Et l'objectif, c'est que nos organisations chez nous, nos entrepreneurs, puissent être capables d'aller tirer quelques sommes d'argent là-dedans pour qu'on puisse voir apparaître puis lever des projets au niveau du logement abordable, particulièrement sur le territoire. Parce que des fois, la législation, ça peut être vraiment très long à faire aboutir quelque chose. Là, on est en pleine crise. Crise de plusieurs choses en ce moment sur le territoire de l'Abitibi, crise du logement, crise de la santé, l'insécurité alimentaire. On va pouvoir en parler justement là-dessus. Mais merci des éclaircissements un peu par rapport à la loi 31 qui s'était arrêtée, mais qu'elle travaille encore sur cet aspect-là de tout ça. Elle est en commission parlementaire présentement, ce projet-là. Exact. OK. Là, maintenant, avant qu'on s'en aille à la pause, j'aimerais qu'on parle des annonces, des projets d'investissement qu'il y a eu dernièrement. Il y en a eu énormément. Hein, vous m'avez fait travailler fort, là. Donc, peut-être que c'est pas sur ton territoire de ta circonscription, mais tu es quand même le seul qui a accepté de venir à l'émission. Alors, je te mets ça dans ta... dans mes mains. Dans tes mains. Alors, il y a eu une annonce sur les travaux d'électrification à Kitsisakik. Oui. Alors, peux-tu nous parler brièvement justement de ça? Très grande fierté. C'était... j'avais fait une première campagne que je n'ai pas eu la chance de gagner en 2015 et j'avais rencontré à ce moment-là le conseil de Kitsisakik et puis c'était un enjeu que moi je trouvais prioritaire et quand que je m'ai représenté en 2018 pour l'élection, c'était toujours dans les cartons. Moi, je suis très, très fier parce que je pense dans notre société, à un moment donné, c'est pas normal que des populations n'aient pas accès à certains conforts que d'autres sont capables d'avoir. Donc, le projet de Kitsisakik, c'est quelque chose qu'on a travaillé énormément, entre autres avec Sophie Brochu, qui était à ce moment-là PDG de Hydro-Québec, qui a eu de l'écoute attentive sur cet enjeu-là. Puis, il faut toujours comprendre qu'il y a toujours des situations qui font en sorte qu'on peut débloquer des projets majeurs comme ça, parce que c'est pas rien, ce projet-là. C'est quand même une installation de 70 km de poteaux électriques à installer, d'arriver justement aussi à ce que les maisons soient modifiées un peu à Kitsisakik pour être capable de recevoir toute la situation de l'alimentation électrique, etc. Et tu arrives à des situations aussi où, à un moment donné, la communauté de Kitsisakik, elle regardait ça. On est en train de faire un deal, exemple, avec l'État de New York. Puis nous autres, chez nous,
l'électricité va passer comme chez nous. Elle va partir de chez, pas de chez nous tel quel, mais du nord du Québec. Puis nous autres, on ne sera même pas électrifiés. Donc, quand tu es capable d'arriver à des éléments comme ça pour discussion, ben tu finis par trouver des terrains d'entente. C'est ce qui est arrivé. Puis on le voit, là, cette semaine, ça a été l'installation du photo-op du poteau avec la présence des gens d'Hydro-Québec. Il y avait M. Fitzgibbon, il y avait les quelques chefs aussi, dont la grand chef Algonquin, Mme McGregor. Donc, tous ces gens-là étaient sur place justement pour honorer cette situation-là qu'on avait annoncée, je pense que c'était en mai 2022. Donc, de voir que ce projet-là se réalise, pour moi, c'est une grande réussite, autant comme député que le parti que je suis en place avec, qui est la CAQ, on réalise ce projet-là. Donc, très, très heureux. Il y a eu une couverture cellulaire, en fait, une conférence de presse cette semaine sur la couverture cellulaire dans la région d'Iou, Itchy et Bay James. Oui. Peux-tu nous en parler un peu? Bien, on le sait, la couverture cellulaire, à certains endroits, elle est problématique, dont le secteur que vous parlez. Puis, ça va permettre l'annonce que M. Boulay a fait à partir de Quévillon. Bien, ça va justement, puis Jean, il est ministre responsable des 2 régions, entre autres, plus celle de la Mauricie. Mais ça va permettre justement d'améliorer la couverture cellulaire de ces territoires-là. Donc, la route Billy Diamond, entre autres, le secteur Quévillon jusqu'à Chibougamau. Il reste une petite portion entre la portion Sonneterre-Louvicourt. C'est de voir un peu comment ça s'inscrit là-dedans. Mais c'est juste du bienfait pour l'ensemble de la population et une sécurisation aussi du territoire, parce que mieux on est desservi en cellulaire, bien mieux on est en mesure, s'il arrive un incident, d'être couvert. Effectivement. Québec accorde un financement supplémentaire de plus de 413 000 $ au CIS pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est quoi les projets qui vont en découler de ça? De cette entente-là, 2 projets. 2 projets. Oui. Il y a 113 000 $ et quelques centaines de dollars là, qui vont au secteur de Val-d'Or pour un centre de jour. Donc, c'était un des éléments que la mairie de Val-d'Or nous avait sollicité, et la députation que je suis et le ministre Carman, lorsqu'il est venu faire une tournée. C'était un service qui manquait, donc il y avait une portion de temps dans la journée où il n'y a pas de service pour prendre charge de l'itinérance. Donc, le centre de jour va permettre ça, justement, de donner un coup de pouce sur ce côté-là. Donc, ça, il y a une portion qui était là. Il y avait une deuxième demande qui venait du secteur de Rouyn-Noranda, qui était un montant de 300 000 $, qui est pour des lits pour soleil levant. Donc, eux, c'était cette demande-là qui était dans le système depuis quelque temps, qui vient être rendu possible. Je pense que c'est l'ajout de 8 lits qui vont être faits de ce côté-là. Donc, c'est une belle annonce, une annonce que M. Carman a pris acte suite aux demandes. Puis, on est bien content d'avoir été capable de réaliser ça. Fait que donc, si on comprend bien, c'est ces 2 organismes-là qui ont rempli des formulaires, qui ont fait les demandes et démontré l'enjeu qu'ils vivaient pour recevoir de l'argent là, pour les aider. Dépendamment. Il faut comprendre qu'au gouvernement, ça peut être soit par le biais de formulaires, de programmes, ou ça peut être directement par de l'intervention ministérielle pour être capable de répondre à un besoin. Ça peut être à l'intérieur de crédits budgétaires. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que ce n'est pas automatiquement toujours la même manière pour être capable de désengorger une problématique ou de répondre à un besoin. Donc, il faut juste faire attention. Des fois, les gens vont dire « Ouais, mais pourquoi 300 000 à telle place? » Mais c'est parce que l'organisme a fait des représentations. Elle avait peut-être un formulaire à remplir, etc. Et puis finalement, par le biais des enveloppes monétaires que tu as dans ton ministère, tu viens être capable de répondre aux besoins. Il y en a encore plein. Le temps file.
On va y aller rapidement avec les autres parce qu'on a un troisième volet. Québec investit plus de 6 millions de dollars pour soutenir davantage les familles autochtones. Oui. Et ça, il faut juste regarder. C'était 6,4 millions qui ont été mis en disponibilité. C'est dans différents territoires du Québec. L'annonce, elle a été provinciale. Elle s'est faite à Val-d'Or. Madame Roy était ici, entre autres, pour annoncer ça. Elle est venue aussi faire une levée, une pelletée de terre ici au niveau des garderies. Donc, je pense que ça a été la manière pour elle de faire sa tournée puis en même temps de faire cette annonce-là, provincialement parlant. Bien content que celle-ci ait été fait directement ici en Abitibi-Témiscamingue. Mais le montant d'argent, je n'ai pas les montants exactement, qu'est-ce qui va être dans la région, mais c'est au moins 7 ou 8 territoires du Québec qui vont bénéficier de ces enveloppes-là. Et l'Abitibi va en avoir. Et l'Abitibi en a, automatiquement. Okay. C'est ça. Excellent. Service aux personnes en situation d'itinérance, on en a parlé légèrement tantôt. Oui. Donc, il y a des nouveaux services. C'est quoi qui va se passer? C'est le centre de jour. C'est le centre de jour que j'ai mentionné tantôt, qui vient un ajout de service à la panoplie de services qu'on a à Val-d'Or. Je pense que c'est quelque chose qui était nécessaire. OK. On va parler d'agriculture durable. Oui. Il y a eu un plan d'action régional en Abitibi et au nord du Québec pour récolter ses premiers fruits, accélérer l'adoption de pratiques agro-environnementales par les entreprises agricoles de la région. Je pense qu'on parle de ce qu'on a fait, l'entente qu'on a faite de 1,8 million, je pense, qu'on a annoncé avec André Lamontagne, justement, à Notre-Dame-du-Nord. Ça en est un exemple de dossier qui s'est travaillé de longue haleine avec différents partenaires, dont les universités, dont les acteurs économiques du territoire, puis qu'on a fini par être capable de faire aboutir. Donc, ça en est une autre belle réussite. Souvent, c'est triste, mais ces belles réussites-là passent très rapidement sous les réflecteurs, dans le sens qu'on les présente, mais il y a tout un travail en amont pour arriver à ces choses-là, vraiment de longue haleine. Et quand on finit par être capable d'avoir les sommes, bien, puis ça, ce qui est le fun dans cette entente-là, c'est que c'est la région qui détermine où place les sommes d'argent en fonction des besoins qui ont été identifiés. Donc, ce n'est pas le ministère qui vient dire tu vas mettre l'argent là, là, là. C'est que de la manière que ça a été travaillé, c'est que oui, il y a des endroits précis de discussion où ce que ça va être investi, mais ça permet justement de laisser libre cours aux gens du territoire qui vont être impliqués dans cette entente-là d'octroyer les sommes, selon les besoins du milieu. Dernière annonce cette semaine, tu participais au lancement du BC Turbo Beaver. Oui. Comment est-ce que, pour toi, qu'est-ce qui est important là-dedans, là, de cette annonce? Première chose, ce qui est important de comprendre, c'est que ce projet-là, ça fait une vingtaine d'années que c'est dans les cartons d'arriver à quelque chose. À Viennerie Val-d'Or, je félicite particulièrement 2 dirigeants là, qui sont toujours là, qui Yvon Beauchesne et Gaétan Gilbert, qui n'ont jamais désespéré de voir arriver une finalité dans ce dossier-là. Et il faut se souvenir, il faut revenir en arrière. Quand ça a été mis en place, on était au tournant des années 2000 et on essayait de trouver des éléments de diversification économique. Et on voit, puis c'est une discussion que j'avais avec Pierre Fitzgibbon, c'est très difficile, la diversification économique. On a beau tirer sur bien des facettes, souvent on revient toujours à nos éléments d'interaction, soit forêt, mine, par exemple, chez nous. Donc, c'est difficile de trouver un nouveau créneau vraiment différent. À ce moment-là, c'était une faillite qui avait été achetée dans le secteur de la Colombie-Britannique et il y a eu toutes sortes d'histoires suite à ça. On a essayé, au début, c'était supposé être des ailes qui seraient refaites sur certains beavers qui avaient besoin d'amélioration et des moteurs à piston. Finalement, on s'est aperçu que ces ailes-là avaient une capacité tellement incroyable qu'on serait bien mieux de travailler avec un moteur à turbine. Mais le domaine de l'aviation, là, c'est pas simple.
c'est pas si facile que ça. Vous avez la vie des gens en main sur la minute que vous montez dans les airs. Donc, automatiquement, il y a plusieurs étapes, puis tu te dis, ça va-tu finir pour avoir les fameuses accréditations pour permettre justement d'être un constructeur des éléments. Et ça a pris quand même plusieurs années pour arriver à cette finalité-là. C'était une annonce très, très intéressante. Il y avait les gens de Pratt & Whitney qui étaient là parce que sur le TP6, à ma connaissance que ça s'appelle, le moteur à turbine qui est là, qui est avec l'avion, le BX Turbo, les ailes qui sont avec une meilleure capacité de fuel dans les ailes, ça permet aussi une accélération plus rapide pour monter dans les airs, donc dans des espaces, les Beavers, souvent dans des espaces restreints d'atterrissage. Ça permet plus de charge sur le véhicule, au niveau de l'avion. Donc, écoutez, tout est parfait pour vraiment créer quelque chose de positif. Vous avez eu des différents pilotes. Il y en a un qui était présent à la conférence de presse qui avait plus de 52 000 heures d'aviation. C'est incroyable quand on pense à ça. Si on fait juste s'imaginer 52 000 heures, il n'a pas dû dormir bien souvent dans sa vie. Donc, mais c'est de voir la persévérance de certains individus qui a permis d'atteindre quelque chose. Les gouvernements ont été là à une certaine époque, ils ont donné des sous, etc. Puis à un moment donné, les gouvernements, ils osent espérer voir quelque chose aboutir. Là, tu te dis, est-ce que ça va finir par aboutir? Mais dans le cas du BX Turbo, oui, aujourd'hui, on peut dire que le STC, il est là. L'entreprise peut bâtir ses ailes. C'est à lui maintenant à trouver son marché dans le sens qu'il y a peut-être un marché de 300, 400 avions à rénover au niveau des ailes, modifiés avec le moteur turbine. Écoute, c'est une réussite totale. On s'en va à la pause. Oui. Puis on revient avec le dernier volet. Merci. De retour en studio avec Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint gouvernemental. Pierre, ça va bien jusqu'à date? Ben oui. Ouais? Non, c'est très intéressant. Écoute, dernier volet, on va parler des questions plus cruciales qui se passent en Abitibi-Témiscamingue, les enjeux. Les enjeux d'ici. C'est quand même des enjeux qui peuvent être généraux, mais j'aimerais ça qu'on puisse l'amener et les coïncider vers l'Abitibi-Témiscamingue. Okay. Entre autres, l'inflation. Oui. L'inflation, ça a amené beaucoup d'augmentation sur le coût de la vie, les taux des intérêts, la crise du logement, augmentation de l'itinérance, l'augmentation de l'essence et aussi les paniers d'épicerie et j'en passe. Oui. Donc, là, où est-ce que le gouvernement se situe là-dedans? Là? Il va-tu faire quelque chose? On a comme l'impression qu'on s'en va réellement droit dans le mur d'une récession où les gens sont rendus pas à 1 emploi, 2 emplois, mais sont rendus à 3 emplois pour réussir à payer leur loyer, réussir à mettre un panier d'épicerie des fois moindre, de moindre qualité, et de moindre quantité sur la table en famille. Il y a des gens qui ne sont plus capables de payer leur loyer ou il y a des gens qui n'en ont pas de loyer. Donc, ils se retrouvent dans une situation qui est précaire, puis c'est des gens qui travaillent, là. Oui. Donc, parle-moi un peu de la vision du gouvernement, du gouvernement caquiste. Qu'est-ce qu'ils voient? Ça va être plus général, là, mais après ça, ramène-moi ça dans l'entonnoir. Oui. Bien, si on se souvient, on a fait, puis on l'a annoncé par le biais du ministre des Finances, un bouclier anti-inflation. Donc, on essaie au gouvernement, on a essayé de donner un coup de pouce diversifié, je dirais, à différentes strates de personnes au niveau de la société qui sont dans le besoin. Puis des fois, les gens disent « Ah, bien, pourquoi vous n'avez pas fait ci? Pourquoi vous n'avez pas de ça? » Prenons exemple qu'on a donné, entre autres, un crédit d'impôt de 2 000 pour les personnes... c'est sûr que tu ne le vois pas présentement, mais quand tu vas arriver pour les personnes âgées, bien, ils vont voir dans le prochain chose qu'ils vont avoir quand même quelque chose d'élément de plus qui va leur appartenir grâce à une décision qu'on a prise politiquement. On a fait nos fameux chèques par 2 fois.
Puis encore là, différentes provinces ont travaillé au départ de façon différente. Il y en a qui ont donné un rabais sur l'essence. Il y en a d'autres qui ont donné d'autres choses. Nous, on a décidé à un moment donné de dire, bon, un auto, ça ne s'applique pas à tout le monde, premièrement. Donc, on va donner un chèque, puis la personne décidera ce qu'elle veut faire avec. Bon, c'est sûr et certain qu'à chaque fois que tu fais une action, il y a toujours quelqu'un qui va dire, ben, il aurait pu faire ça à la place. Il aurait pu faire ça à la place. C'est un fait. Mais nous, c'est une prise de décision. Puis moi, j'étais au Conseil des ministres à ce moment-là pour les premiers chèques qu'on a octroyés. C'était de donner, si possible, la chance à quelqu'un, dépendamment, si ses besoins sont plus spéciaux, exemple, en nourriture, si c'est plus en essence, si c'est plus en d'autres éléments, bien, qu'il l'applique selon son bon vouloir. Puis c'est sûr qu'il y en a qui ont critiqué à ce moment-là, mais en disant, ben là, moi, je ne le prendrai pas, mon chèque. Bien, si tu ne le prends pas, on va le donner à une organisation, comme exemple, un centre alimentaire qui en a besoin. En fin de compte, chacun avait le loisir de faire ce qu'il veut avec cette somme-là. On a aussi baissé l'imposition. Donc, je pense que ça, c'est une chose qui a été intéressante, qui a été faite aussi. Tous les gens, à chaque fois que tu rentres au gouvernement, un nouveau gouvernement, on parle toujours de baisse d'impôts. Bien, on l'a fait, on l'a réalisé. Ça coûte à chaque fois que tu prends des décisions comme ça coûte des milliards de dollars. Donc, c'est sûr qu'on voudrait tous être capables de diminuer le fardeau financier de tous ces aspects-là rapidement, de façon majeure. Mais c'est chacun de ces petits éléments-là qui fait en sorte, justement, que tu es capable de faire arriver, en tout cas, je pense, de faire bénéficier des gens qui sont dans le besoin pour arriver à donner un petit coup de pouce de ce côté-là. Bon, on l'a vu dans le cas de la construction. Le fédéral a décidé que le TPS, il ne l'appliquait pas. Mais encore là, dépendamment dans quel siège, dans quelle vision qu'on le voit, nous, on ne l'a pas fait, c'est un fait. Mais de l'autre côté, quand tu regardes ça, tu te dis, est-ce que c'est la meilleure situation? Parce que le fédéral n'a pas ciblé, exemple, que ce soit seulement pour des bâtiments, pour des personnes à revenus faibles ou encore là, des logements abordables. Donc, tu regardes, chaque décision politique, tu essaies d'améliorer. Je ne connais pas personne qui est dans un gouvernement qui ne veut pas essayer d'aider chaque milieu de la manière qu'il peut le faire. On regarde les banques alimentaires. On vient de donner 10 millions dans la mise à jour économique que mon collègue ministre des Finances, Éric Girard, a mentionné. 10 millions, pourquoi? Parce que c'est ça qui nous était demandé au début. Là, l'inflation étant plus grande, bien là, on nous dit, bien, c'est pas 10, c'est 18 millions qui nous manqueraient. Puis Éric Girard l'a dit, on va revérifier, on va regarder. Mais sauf que quand on a été interpellé, la première fois, on a été interpellé pour 10 millions, puis on l'a rendu. Mais c'est sûr que semblerait que là, il en manque encore. Donc, on essaie, comme gouvernement, tu essaies toujours de venir donner un coup de pouce. D'ailleurs, tu m'amènes sur l'insécurité alimentaire. Oui. Cette semaine, j'ai rencontré le directeur général de l'accueil d'Amos, qui est juste ici à côté. Il y a une grosse crise en ce moment à l'accueil où les employés, il y a 10 ans, ils étaient 20, aujourd'hui, ils sont 12, mais pour un fardeau beaucoup plus grand, parce qu'il y a plus d'itinérance, puis il y a plus de gens qui ont besoin de paniers alimentaires. Et ce qu'il nous racontait, c'est des bénévoles, on en a suffisamment. De la nourriture, on en a suffisamment. Ce qu'on n'a pas, c'est la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre que nous avons travaille plus de 70 heures par semaine depuis 2 ans. Et là, les têtes tombent. Okay? La fatigue. La fatigue, elle est là. La fatigue, elle est grande. Parce qu'ils n'ont que 18,50 $ pour travailler avec certaines compétences auprès des humains pour servir des humains qui ont une précarité de santé. Et là, il y a un problème de ce côté-là. Il y a des fermetures possibles qui s'en viennent dans des divisions quelconques, justement, à l'accueil. Mais ils ne sont pas tout seuls à vivre ça. Là. Il y en a d'autres. Là. Il y a une augmentation avec l'inflation. Tu sais, c'est plus ce qu'ils nous racontaient. Avant, c'était des gens à faible revenu qu'on avait comme usagers. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont 2 puis 3 jobs qui n'arrivent pas à combler les mois. Puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper sur la nourriture
pour pas être mis à la porte de leur loyer. Et l'essence, ben ils peuvent pas couper sur l'essence. Il faut qu'ils aillent travailler. Donc, ils vont couper sur la nourriture. Tu sais, il y a un fléau, là. Il y a une roue qui tourne. Puis, il y a une roue qui tourne, mais il y a c'est plus celui qui est à faible revenu nécessairement qui a des besoins à combler, là. C'est la classe moyenne qui n'est plus la classe moyenne avec une inflation comme on vit. Bien, ce sont tous des enjeux que les gouvernements s'adressent présentement. Dans le cas de l'accueil, je sais que Suzanne travaille ce dossier-là avec, d'ailleurs, Lionel Carman pour voir un peu comment qu'elle pourrait faire pour désengorger. Mais c'est le même principe. Un des éléments qu'on n'a pas parlé, mais on vient d'inaugurer le nouveau centre de bénévolat de la Vallée de l'Or, qui est justement en lien avec Moisson Montréal au niveau de l'aide alimentaire. Et l'aide alimentaire du centre de bénévolat, c'est eux qui alimentent justement Amos au niveau de la dynamique alimentaire, plus la MRC de la Vallée de l'Or. Donc, ce territoire de Sainte-Thève à l'Arctique et compagnie. Puis justement, la raison qu'on a travaillé fort dans ce dossier-là, ça a été ça, c'est quand tu regardais où ce qui était l'installation auparavant, qui était dans la vieille gare à Val-d'Or, tu te dis ça n'a pas de bon sens, c'était dangereux, c'était non sécuritaire selon moi pour les employés. Les gens qui allaient là, je veux dire, il y avait de la bouffe partout. Je veux dire, c'était structuré, mais avec la capacité du bâtiment comme il était. Donc là, tu regardes aujourd'hui ce qu'il y a là. Donc, tu essaies de donner un coup de pouce. Tu as des cuisines alimentaires parce que il faut aussi voir un peu comment on peut donner un coup de pouce autre que juste monétaire en donnant des aides sur la manière de cuisiner. Que quand tu te fais un poulet, bien, tu peux peut-être faire 3 repas avec un poulet, la manière que tu peux le travailler. Donc, il y a beaucoup d'enjeux comme ça qu'on essaie justement de donner un coup de pouce à l'un ou l'autre des acteurs qui sont impliqués sur le terrain. Mais vous avez tout à fait raison qu'on sent chez tous ces gens-là qui sont impliqués avec des salaires quand même peut-être plus difficile par rapport au coût de la vie, ce qui fait en sorte que, justement, ces gens-là, à un moment donné, tombent dans la fatigue excessive, etc. Donc, il faut continuer à travailler, il faut continuer, les associations, les organismes, il ne faut pas qu'ils aient peur de solliciter leurs députés pour voir un peu avec des solutions, avec des idées. Si on est capable d'avoir des idées, c'est ceux-là, souvent, qu'on est capable de pousser dans notre machine aussi. Donc, si quelqu'un vient juste pour critiquer, on est, comme je vous disais au départ, tantôt dans la présentation, les députés ne sont pas connaissants sur toutes les facettes, mais si les gens sont en mesure de donner des éléments positifs à regarder pour améliorer le système, bien, je pense que c'est important qu'on puisse, après ça, les monter en haut lieu pour en discuter, voir comment on peut faire. Nous, comme je disais tantôt, on s'est fait demander des baisses d'impôts, on l'a fait. On s'est fait demander de l'aide pour les personnes âgées qui ne travaillaient plus, on l'a fait. On a donné des chèques, même si on a été critiqué jusqu'aux gens qui gagnaient jusqu'à 90 95 000 mais il y avait toute cette planification. La deuxième portion de chèque a été faite pour les gens de 50 000 et moins. Donc, mais on a essayé de répondre le plus possible à toutes les facettes sur lesquelles on se fait interpeller. Puis, c'est souvent des discussions, justement, qui montent au caucus, qui se discutent en caucus. Puis, c'est ça qui finit par aboutir lorsqu'on est capable de donner un coup de pouce. Tu sais, on s'entend que l'Abitibi-Témiscamingue est une région avec des ressources naturelles extraordinaires. Oui. On est riche en ressources. Mais depuis une dizaine d'années, les ressources sont encore là. Sauf que là, on manque de gens. On fait venir des nouveaux arrivants, mais ils arrivent dans des conditions peut-être des fois pires que quand ils étaient dans leur pays, parce que le coût de la vie est excessivement élevé ici. Et avec la crise du logement, ça ne l'aide pas. Bien, la crise des garderies, ça ne l'aide pas. Il y a vraiment beaucoup de crises en ce moment là, avec le gouvernement du Québec. Il y a des enjeux. Il y a des enjeux de... À une certaine époque, on faisait du recrutement. On allait chercher des gens... On essayait d'aller chercher des gens en immigration, puis on les amenait ici.
Puis après ça, on s'est aperçu que 2-3 mois plus tard, si ces gens-là n'avaient pas créé un certain système social dans leur environnement immédiat, bien, retournaient à Montréal, par exemple, ou retournaient. Donc, c'est quand que je vous dis que les problématiques ne sont pas simples à résoudre, c'est que tu ne peux pas juste faire du recrutement. Il faut qu'il y ait un encadrement une fois qu'ils sont arrivés ici. Ils n'ont peut-être jamais vu ça, une aréna, une patinoire. C'est quoi une patinoire? C'est quoi des patins? La journée qu'ils arrivent ici, il faut que tu les intéresses à ça. Il faut que tu crées leur milieu social. Les maisons de la famille, par exemple, par défaut, deviennent souvent des lieux de rassemblement. Pourquoi? Parce que c'est là qui est comme un peu la première intervention, ce que ces gens-là vont aller. Puis là, ils vont finir par connaître une autre personne qui vient peut-être du même coin de pays que eux. Donc, ça fait en sorte justement il vient qu'à se créer une interaction. Mais les maisons de la famille, exemple, ne sont pas financées pour faire ce rôle-là non plus. Donc, il y a toute une dimension politique, mais une dimension aussi de structure, comment que c'est fait. Puis, c'est à ça à peu près que les gouvernements essaient de travailler, mais il y a tellement d'enjeux, honnêtement, dans un gouvernement que tu essaies à toutes les facettes d'intervenir, mais c'est quand même pas des choses qui sont simples. Et on aimerait ça que ça se réalise en criant à ciseaux, mais c'est pas toujours le cas. Est-ce que, tu sais, dans tous les enjeux qu'on vit, là j'en ai parlé à plusieurs, il y a un autre enjeu qui est la crise de la santé. Ici, entre autres, à Amos, et probablement dans ta circonscription, il y en a, puis ailleurs également. Il y a l'exode des médecins. Les médecins qui décident qu'au bout de tant d'années, ils retournent à l'extérieur de la région. Et là, on devient avec des patients orphelins. Et il n'y a pas de prise en charge avec la clinique où ils travaillent. Et à partir de là, bien, ils se retrouvent qu'il faut être sur une liste, comme une liste d'attente, pour avoir un médecin familial, général, pour un médecin de la famille. Et puis, mais là, comment est-ce que ces patients-là, orphelins, vont vouloir avoir un service quelconque? Parce que là, on parle de personnes âgées, on parle de tous les types de catégories de personnes là, cibles. Comment est-ce qu'ils vont avoir des services, ces gens-là? M. Dubé l'a bien présenté, je pense, dans son projet de loi, dans ce qu'il présente. L'objectif en arrière de tout ça, mettons que j'ai entre 25, mettons, et 50 ans, si je n'ai pas d'enjeu de santé, est-ce que j'ai besoin de geler un médecin de famille juste pour moi-même? Moi, je pense que l'objectif, puis c'est ça qu'on dit, c'est que tu as un problème, il faut que tu aies accès à la spécialisation de la personne qui va venir être capable de répondre à ton problème. C'est ça un peu que le projet de loi de M. Dubé tente de faire en sorte qu'on soit pris en charge par rapport à notre situation que tu aies 5 ans, 25 ans, 50 ans, que tu sois pris en charge. L'histoire du médecin de famille, automatiquement à chacun, dans les écrits, c'est beau de pouvoir le dire, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va résorber une situation? Moi, j'ai des grands doutes sur cet aspect-là. Par contre, quand on regarde au niveau de la santé, on est en train de travailler des facettes, justement, avec les universités du Québec pour être capable de donner une formation en médecine. Puis, ces gens-là qui appliqueraient dans ce département-là, l'Université du Québec qui aura à dispenser les cours, bien, ce serait pour que ces gens-là viennent après ça en territoire de régions éloignées comme médecins. Donc, pour justement, si possible, désengorger les problématiques des départs à la retraite souvent ou de vieillissement de certains médecins. Donc, ça pourrait être un enjeu qui pourrait être intéressant à regarder dans le futur, qui est en mode action présentement. Donc, c'est pour vous donner une idée qu'il y a des choses qui se font présentement par le gouvernement pour essayer justement de résorber ces problématiques-là. Il y a un autre aspect, il y a un autre enjeu, en fait. La population, bon, est vieillissante, on le sait, mais les jeunes qui poussent, qui deviennent des médecins, ne veulent pas nécessairement avoir leurs 500 patients par année
Ils veulent avoir une qualité de vie. Ils ne veulent plus faire ce que les médecins baby boomers ou les médecins de la génération X qui étaient au travail 10 heures par jour, presque 7 jours sur 7, etc. Là, les nouveaux médecins veulent avoir une qualité de vie. Ils veulent avoir le salaire qui vient avec. Mais ils veulent aussi avoir la qualité de vie d'aller chercher leur enfant à la garderie à 5 heures, être à des heures adéquates et tout ça. Est-ce que c'est ce qui se passe ici en région, là, de sources sûres que j'ai, est-ce que le gouvernement va augmenter la part de créer plus de médecins et de répondre à cette nouvelle vision de la médecine où on n'est plus nécessairement là pour une mission de soigner, d'aider, de prévenir, mais plus avoir une qualité de vie. C'est un style de vie, c'est une qualité de vie que je vais chercher, mais j'ai un gros salaire qui va me permettre de faire d'autres choses dans la vie que juste de travailler. Ben moi, je pense que c'est trop simple. Je pense qu'encore les gens qui s'investissent en médecine, premièrement, qui font des études pendant de nombreuses années, je pense qu'ils ont encore l'acte de foi d'être des acteurs. Moi, je regarde les jeunes que je connais qui sont actuellement en train d'étudier en médecine. Je pense qu'ils ont toute une volonté d'être un actif pour la société dans le sens de donner des services adéquats aux populations. Mais de l'autre côté, c'est sûr et certain, je pense que comme n'importe qui, tu veux être capable d'avoir une certaine condition de vie qui te permette, puis ça, c'est pas une question de salaire, c'est qui te permettent d'avoir une famille, puis d'être capable aussi de générer un certain confort avec des activités familiales ou encore là avec des activités d'amis. Donc, je pense qu'il faut juste faire attention. Comme je vous disais tantôt, le gouvernement, on est en phase avec les universités du Québec pour offrir des nouveaux programmes pour justement créer d'autres médecins qui seraient intéressés à venir travailler dans les régions, donc dans ces programmes-là. Donc, je pense qu'il y a tout un travail en amont qui se fait présentement pour justement essayer d'alléger la problématique. Puis, j'ose espérer qu'on va finir par aboutir à quelque chose de positif de ce côté-là. Mais c'est comme dans n'importe quelle situation, que ce soit médecin, que ce soit ouvrier, que ce soit quelconque administrateur, on est dans une phase d'employabilité où on est en deçà des besoins. Donc, l'employabilité est plus grande que les besoins. Comment dire, il y a moins de gens pour occuper les postes que qu'est-ce qu'il y avait auparavant. Et on est pris un peu dans ce carcan-là à tous les niveaux présentement. Puis c'est ce qu'on essaie de faire au gouvernement, de mettre en place des manières de travailler. Je regarde juste le nombre de stages à cette heure qui sont financés par le gouvernement, contrairement à ce qu'on était quand on est arrivé en poste en 2018. Ça vous donne l'idée qu'on regarde les possibilités. Puis c'est sûr qu'on aimerait que tous les stages peut-être soient financés, mais à un moment donné, on essaie d'aller dans les stages prioritaires pour justement désengorger des problématiques de société. Donc, c'est un peu comme ça que les gouvernements essaient de travailler pour améliorer les systèmes. C'est déjà la fin. Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ça vous a donné un petit peu plus de sens au niveau politique, au niveau de l'ampleur de la législation également. Nous, on va se revoir plus tard pour une autre personne qui va nous parler de son rôle dans le milieu politique, mais aussi des enjeux locaux. Alors, merci à vous tous et on se revoit très bientôt. Ciao tout le monde!